Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Guillaume Delattre du cabinet de gestion patrimoniale Delattre Finance, donc qui est un cabinet de gestion familial en plus, qu'il a rejoint parce que c'est son père qui l'avait monté au début. Donc tout ça, il va nous l'expliquer. Il va nous expliquer comment il en est arrivé dans le milieu en fait. On va parler du métier de conseiller en gestion de patrimoine, du métier de CIF. Donc voilà, pour vraiment rentrer dedans. Et après, assez vite, on va commencer à discuter d'enveloppe fiscale, donc notamment de l'assurance vie, du PER. Je pense que Guillaume a fait un très très bon boulot de vulgarisation pour comprendre en fait du premier coup comment ça fonctionne, ces enveloppes fiscales. Donc rien que pour ça, chapeau. Et ensuite, on a discuté également de produits à mettre dans ces enveloppes fiscales, donc notamment des fonds d'investissement. Il nous en a partagé 4. Les 4 sont très bien. Honnêtement, j'ai eu envie d'investir dans chacun d'entre eux juste après notre échange. Donc c'était super riche. Et on est revenu un petit peu sur l'année passée aussi en bourse, notamment l'affaire GameStop. On a parlé du Covid et ce que ça a fait, pourquoi les marchés sont remontés, etc. Donc il y a pas mal de clés de compréhension de cette année très bizarre. Et on a fini par discuter aussi de ses investissements à lui. Comme c'est le rituel à chaque fois dans chaque épisode, il nous a partagé un petit peu son portefeuille. Donc voilà, si vous voulez rester jusqu'à la fin, vous savez que vous aurez une petite surprise. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite. Guillaume, je voulais discuter avec toi, donc ravi de t'avoir ici. Ravi d'être parmi vous. Merci Joachim pour l'invitation. Avec plaisir, et du coup j'aimerais commencer avec une petite question, voilà, pour savoir qui tu es, d'où tu viens et surtout comment tu es rentré en fait dans le métier de l'investissement. Alors c'est une bonne question. Alors je suis tenté de te faire une réponse un peu bateau. Je te dirais que je suis déjà sincèrement passionné par la macroéconomie, par la finance. Pour te dire, quand j'avais 18 ans, j'ai ouvert mon premier compte titre. Donc voilà, je baigne dedans depuis un certain bout de temps. Ah ouais, t'as commencé très jeune. J'ai commencé très jeune. Oui, je suis passionné d'investissement en général, tant financier qu'immobilier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui transpire en moi. Et bon, après, évidemment, c'est une passion qui m'a été, je pense, transmise par mon père, qui pour le coup est conseiller en investissement depuis longtemps, depuis 2006, voilà, qui a son propre cabinet et avec qui je travaille, tu l'as compris. Et du coup, voilà, le cabinet, c'est un peu un cabinet familial. Exactement. Et du coup, c'est ton père qui a l'initiative, c'est lui qui a créé Delattre Finance, c'est ça? Exactement. C'est lui qui a créé le cabinet et moi je l'ai rejoint en cours de route après avoir fait mes armes dans un autre cabinet qui traitait plutôt de la partie immobilière. Donc j'ai rejoint mon père avec cette expertise plutôt immobilière et il m'a communiqué évidemment toute la partie financière au fil de l'eau. D'accord. Donc aujourd'hui, Delattre Finance, comment on peut le présenter, ce cabinet de gestion de patrimoine? Vous avez une expertise sur un domaine en particulier? Alors oui, tout ce qui va être lié au support d'investissement immobilier et financier, c'est notre domaine d'activité principal. On ne fait pas de conseil en investissement immobilier pour de la résidence principale, c'est pas notre métier, ça c'est le métier des agents immobiliers, ce qu'on n'est pas. On a aujourd'hui toutes les habilitations pour exercer, donc évidemment tout ce qui est carte T, donc on peut faire du conseil en immobilier. Tant sur est-ce que je dois investir sur de l'immobilier neuf, est-ce que je dois investir sur de l'immobilier ancien, est-ce que je dois acheter pour faire un investissement locatif en nu, est-ce que je dois faire un investissement locatif en meublé, quels sont les avantages fiscaux de ces deux types d'investissements. Tout ce qui va être aussi statut d'IAS, donc d'intermédiaire en assurance, on a ce statut-là, et évidemment le statut de conseil en investissement financier, donc le statut CIF. On est réagi par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et donc on a le droit d'en parler. Petite digression, souvent les journalistes se permettent d'avoir des opinions et de communiquer leurs opinions sur un produit financier. Mais en fait, ils n'ont pas le droit de le faire. S'ils ne sont pas CIF, si quelqu'un n'est pas CIF, CIF en France, il n'a pas le droit de donner son point de vue sur un produit financier.
Voilà. Et aujourd'hui, on est à peu près 3500 cabinets à avoir ce statut-là, cette habilitation-là. Voilà, et on en fait partie. Et tu fais bien de soulever cette remarque parce que justement, je me pose souvent la question par rapport à ce statut et on voit beaucoup de gens sur Internet parler de produits financiers et Oui. souvent en faire la promotion. Et du coup, moi, je pensais que ces gens avaient le droit de le faire tant qu'ils mettaient un disclaimer en mode voilà, je suis pas conseiller en investissement financier, faites plus de recherches, etc. Donc, en quelque sorte, si tu dis que ce serait, enfin, pour des gens qui seraient passifs, de parler, par exemple, je sais pas, d'actions en bourse, de construction d'un portefeuille boursier sur YouTube, c'est illégal? Alors non, en effet, s'il y a une partie disclaimer, et normalement cette partie-là est très explicite, donc en début ou en fin de vidéo, quelqu'un qui veut parler justement de son portefeuille trading et qui voilà, qui explique sur quelle société il a investi et qui pourrait donner un semblant de conseil sur le sujet, oui, ça ne pose pas de souci, mais il faut bien préciser qu'il n'a pas le statut de conseiller en investissement financier et donc que ses propos ne peuvent pas avoir la même valeur qu'un conseil via un professionnel. Ça, c'est vraiment important de faire la distinction et j'encourage évidemment tous tes auditeurs à bien vérifier que la personne qui communique ce type de conseil soit est habilitée pour le faire, donc a le statut de CIF, ou alors précise bien qu'il n'est pas habilité pour le faire et que c'est du conseil presque amical. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, tout à fait, parce que bon, bien sûr, ce métier, de conseiller en investissement, voilà, il est encadré par, le gendarme de la bourse, qui est l'AMF. Tout à fait. Il faut avoir, souscrit à l'association professionnelle qui est l'ORIAS, des métiers de la Exactement. finance. Donc c'est vrai et puis l'intérêt d'avoir un conseiller en investissement financier, c'est avant tout d'avoir un conseil vraiment personnalisé. C'est-à-dire que les gens qu'on voit Exactement. sur internet, c'est ce qui peut ressembler à un semblant de conseil. En réalité, c'est le même discours à tout le monde, alors que l'objectif d'un conseiller financier, c'est qu'il tienne un discours différent à chacun de ses clients en fonction de son patrimoine, de ses revenus, etc. Exactement. Tu fais bien de le préciser. J'ai une obligation réglementaire de connaître la personne avec qui j'interagis. Et évidemment, tout le monde ne se ressemble pas. Quelqu'un peut justement avoir comme objectif de sécuriser son patrimoine. Cette personne-là ne va pas chercher à prendre des risques. Son seul objectif, c'est d'avoir un petit rendement du capital en prenant le moins de risques possible. Quelqu'un d'autre va au contraire avoir l'envie de faire performer, de faire accroître son patrimoine et donc va aller chercher un peu plus de risques. Mais voilà, il faut que ça corresponde à chacun et c'est mon métier aussi d'identifier dans quelle catégorie on se trouve. Mmh. Et hem et le conseiller financier, c'est quand même une personne importante dans la vie d'une personne, dans sa vie financière parce que, bon, il y a des gens qui prennent plus ou moins au sérieux leurs finances personnelles, mais à partir du moment où tu rentres dans la vie de quelqu'un, tu un rôle important à jouer parce qu'il s'agit quand même souvent d'économies que les gens ont mis de côté pendant des années et des années de travail et du coup, Oui, il y a une bonne relation qui doit se mettre en place, pour créer de la confiance parce que le maître mot dans tout ça, c'est la confiance, non? exactement, exactement. Aujourd'hui, on est un cabinet familial comme tu l'as décrit. Aujourd'hui, tous nos clients nous font confiance depuis plusieurs années. Les enfants des clients historiques deviennent également nos clients. Donc c'est la preuve aussi qu'on diffuse un conseil qui est, je touche du bois, pertinent. J'espère que ça restera comme ça. Mais en effet, il y a cette relation de confiance qui est essentielle. Et c'est ça qui nous permet aussi voilà, d'accompagner nos clients sur le long terme. Parce qu'après, tu as évoqué un point important. Il y a l'aspect, je cherche à faire accroître mon patrimoine, je cherche à me constituer une épargne, je cherche à préparer ma retraite, etc. Ok, très bien. Mais il y a l'aspect aussi successoral qui peut intervenir finalement assez rapidement au cours d'une vie, malheureusement parfois. Et c'est vrai que être correctement accompagné, ça peut nous permettre aussi d'éviter des mauvaises surprises parce qu'il faut savoir que l'État nous attend souvent au tournant quand la succession arrive. Donc c'est vrai qu'avec nos clients historiques qui commencent à avoir pour certains un certain âge, c'est intéressant aussi de discuter de ça. Et c'est vrai qu'il y a des supports d'investissement aujourd'hui qui permettent d'éviter énormément d'impôts sur l'aspect successoral et d'autres investissements qui malheureusement ne permettent pas cette réduction d'impôts. Voilà, donc il faut vraiment tout envisager quand on parle Mmh. d'investissement.
Bah, justement, on reviendra sur ces investissements un petit peu après. Moi, ce que j'avais envie de faire avec toi, pour commencer l'épisode, c'est de parler un petit peu de cette année 2020 très particulière et Ouais, d'avoir, en quelque sorte ton ressenti sur ce qui s'est passé, bah, notamment sur les marchés, mais pas que. Vu que tu as tu as une bonne connaissance, on va dire générale des investissements. Voilà, je voulais avoir ton avis sur tout ça et comment tu as pressenti les choses et ressenti pendant que ça se passait. ouais. Alors c'est un très bon point. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé sur 2020. On pourrait en débattre pendant des dizaines d'heures. Mais en tout cas, à l'aube du premier confinement, on était tous persuadés qu'on allait tous mourir. Et c'est ça en fait qui a un petit peu fait baisser l'ensemble des actifs financiers. Rien n'a résisté. Et ça, c'est une année déjà très particulière parce que on entend souvent dire qu'il y a des supports d'investissement financier qui résistent mieux que d'autres en cas de secousse. Bah là, on a bien vu que rien n'a résisté. Tout a littéralement plongé, généralement entre moins 30, moins 40, parfois même plus en fonction des supports. Et finalement, un investisseur qui a eu le nez creux, qui a été capable de se positionner dans ce marché extrêmement baissier, bah, il a gagné de l'argent parce que ça n'a été que temporaire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que il y a eu une reprise en V des marchés financiers qui a été assez fulgurante. La baisse a été aussi rapide que la remontée. Ça, il faut déjà alors, sur une majorité de supports. Hein. Tout n'a pas remonté la pente aussi rapidement. On y reviendra. Je pense par exemple à des secteurs d'activité type aéronautique, type industrie européenne, type industrie du tourisme. Évidemment que ces supports d'investissement-là, aujourd'hui, sont encore scotchés au plancher et ça peut-être le rester pendant un petit bout de temps, jusqu'en tout cas on soit tous vaccinés. Voilà, donc ça prendra un peu de temps. Mais en tout cas, force est de constater que les marchés, durant cette année 2020, ont tous subi une secousse et que les investisseurs qui ont été capables soit de rester dans le bateau, donc n'ont pas eu peur, soit de rentrer justement sur ce point bas, bah, c'est des gens qui ont gagné de l'argent. Concrètement, l'année 2020 a été très turbulente, mais quelqu'un qui a été capable d'avoir le sang-froid, d'être capable de prendre sa respiration, bah, c'est quelqu'un qui a gagné des sous, voilà, malgré ce contexte-là. Donc ça, c'est important à souligner. On pensait aussi que le marché de l'immobilier allait subir une secousse. Ça n'a pas été le cas, à part sur le marché parisien, mais encore que, hein, on parle d'une baisse aujourd'hui de moins de 1%, donc c'est plus un tassement qu'une baisse du marché, parce qu'il faut quand même souligner que le marché parisien avait quand même progressé de plusieurs dizaines de pourcents en quelques années. Donc finalement, une petite consolidation de 1% sur les prix parisiens, ça n'a rien d'extravagant. Voilà. Donc la preuve est que finalement tous les actifs ont plutôt bien résisté, voire même performé. Et il y a certains secteurs d'activité aujourd'hui qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Je pense par exemple à tout ce qui est secteur technologique, tout ce qui va être lié à l'intelligence artificielle, au traitement des données, big data, tout ce qui va aussi permettre aux entreprises de se digitaliser pour permettre voilà la numérisation des outils, la digitalisation des outils pour que les salariés puissent travailler en télétravail. Voilà, tout ça, c'est des secteurs d'activité qui ont fortement progressé. Donc, quelqu'un, là encore, qui a eu le nez creux, qui a été correctement conseillé, parce que c'est tout le sujet aussi, bah, il a été capable de gagner de l'argent, beaucoup d'argent sur l'année 2020. Mmh. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que au final, j'y pense de plus en plus, mais si tu avais investi, même en tout début d'année et que tu avais déjà des positions en place et que tu regardais pas ton portefeuille, tu t'endormais, pendant toute l'année, tu te réveilles en décembre, bah, au final, ton portefeuille a pris de la valeur. Exactement. Ce qui ce qui fait que c'était pas une si mauvaise année que ça et pourquoi? Moi, j'ai l'impression qu'on doit remercier, surtout les banques centrales parce que, elles ont fait fonctionner la planche à billets pour faire remonter les marchés, si je ne m'abuse. Tu as tout dit. Tu as tout dit. Évidemment que les marchés ont beaucoup performé, ont été très résilients grâce à cette abondance de liquidités. Abondance de liquidités qui se retrouve aujourd'hui partout, tant au niveau des marchés financiers, comme ça a été le cas durant la crise de 2007-2008, avec la crise des subprimes, comme ça a été le cas aussi en 2011 avec la crise de la dette, où il a fallu renflouer les banques. Donc là, il y a eu beaucoup d'argent aussi qui avait été émis
dans les marchés, mais c'était de l'argent qui était resté justement au niveau des marchés financiers. Il faut bien comprendre que la masse monétaire, elle se décompose en différentes couches, et qu'il y a une couche qui est invisible du commun des mortels, qui concerne justement le monde de la finance, pour le faire très simple. Et aujourd'hui, crise Covid, il y a eu en effet beaucoup d'argent qui a été imprimé tant pour cette partie financière, donc c'est ça qui a permis aux fonds d'investissement et aux actifs en général de progresser, mais il y a eu aussi de l'argent qui a été donné en grande quantité pour les particuliers, pour permettre justement cette relance et pour éviter qu'il y ait une baisse de pouvoir d'achat qui soit trop importante. Pour te donner un exemple de tout ça, sur l'année 2020, il y a eu une baisse du PIB en France d'environ 8%. Ça, c'est acté, c'est l'INSEE qui nous le dit. Et pourtant, le pouvoir d'achat des Français n'a baissé que de 0,3%. Donc on voit bien que la différence, c'est finalement de l'impression monétaire, de l'aide fournie aux entreprises et aux particuliers. Alors, peut-être que tout le monde qui nous écoute ici n'a pas bénéficié des largesses de l'État, mais il faut quand même comprendre que l'État a été généreux avec beaucoup, beaucoup de monde, et c'est ça qui a permis aux Français, dans leur grande majorité, de ne pas avoir de baisse de pouvoir d'achat. Donc c'est une bonne chose pour l'économie. Ça veut dire que les gens ont pu épargner, ça veut dire que les gens ont aujourd'hui de l'argent à investir s'ils le souhaitent. Ça veut dire que les gens vont pouvoir se faire plaisir aussi quand l'économie quand tout sera réouvert, tant mieux. Mais ça veut dire surtout que les gens cherchent aujourd'hui des solutions pour investir cette épargne-là qui a été économisée. Et Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, le dit sans cesse, il préfère évidemment que cet argent-là soit investi, si possible en France, plutôt que ça reste dormir sur un livret A. Et il a tout à fait raison. Ah ouais, carrément. Moi, je comprends toujours pas les gens qui laissent encore, tu vois, laisser un matelas de sécurité de 10, 15 000 euros au maximum, je comprends tout à fait, mais laisser des grosses quantités d'argent sur des livrets, je trouve c'est un peu du sacrifice. Mais, Tout à fait. mais pour revenir un petit peu sur sur l'épargne des Français et la façon dont on a pu coffrer, en fait, beaucoup d'argent pendant cette année 2020. Enfin, je pense que c'est le cas de tout le monde. Au final, on est tous devenus des minimalistes. On a tous Oui. appris À marche forcée, mais c'est ça. à marche forcée, à dépenser moins et à être et à mettre plus d'argent de côté. Et ceux qui ont eu le courage de prendre le risque de se frotter au marché, il y en a eu beaucoup, hein, je crois. Il y a eu 140 000 ouvertures de comptes titres ou de PEA Oui, tout à fait. en France, et aux États-Unis c'est encore plus parce qu'ils ont fait fonctionner l'hélicoptère monnaie. Donc ils ont envoyé, je crois, un chèque de 1000 $ à quasiment tous les Américains. Et il y en a Ouais. beaucoup qui sont rentrés en fait sur les marchés grâce à ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et l'hélicoptère monnaie a aussi fonctionné en France, hein, quand on voit toutes les aides pour les petits entrepreneurs, etc., qui ont, voilà, c'est des aides aujourd'hui qui n'existaient pas avant le Covid, mais Ouais. c'est des aides qui ont permis à beaucoup, beaucoup de citoyens français, comme on l'a évoqué, d'avoir de l'argent. Et comme tu le dis, il y a eu beaucoup de PEA qui ont été ouverts, beaucoup de comptes titres. Et en effet, beaucoup de gens se sont frottés au trading, se sont frottés à la bourse. Beaucoup ont gagné de l'argent, tant mieux. Voilà. Et en effet, on est sur un marché qui est structurellement haussier parce qu'en effet, il y a beaucoup d'argent qui est injecté par les banques centrales, tant la Fed aux États-Unis que nous, la BCE en Europe. Et ça devrait se poursuivre. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qui laisserait entendre qu'on arrête cette politique expansionniste, parce que ça serait prendre le risque que tout s'effondre concrètement. Donc oui, il y aura toujours une impression monétaire, peut-être encore plus forte. Voilà, donc on peut se poser des questions aussi de la valeur de l'argent. Alors je ne veux pas m'épandre sur le sujet, mais c'est intéressant de se dire peut-être qu'il vaut mieux avoir une action que de posséder de l'argent sur mon livret A. Parce qu'en soi, l'action, c'est du concret. Alors certes, on la voit pas, on peut pas la toucher, mais c'est quand même une part d'entreprise qui existe. Voilà, donc peut-être qu'il est plus judicieux aujourd'hui de posséder des choses concrètes que de posséder de l'argent sur son livret A. Oui, parce que la conséquence de cette création monétaire qui a eu lieu, c'est indirectement, c'est une forme d'inflation. C'est-à-dire que les euros, ils vont valoir moins qu'hier, en quelque sorte, vu qu'il y en a plus dans l'économie, non? Dans la théorie, oui. Dans les théories macroéconomiques, imprimer beaucoup, beaucoup d'argent comme on l'a fait, et pour te donner une idée de la masse monétaire qui a été imprimée, on a imprimé autant. Alors quand je dis imprimé, évidemment, c'est pas avec la planche à billets traditionnelle, hein. Il n'y a pas de billets concrets qui ont été Oui, c'est sur un fabriqués. ordinateur. Voilà, exactement. C'est de l'argent sur des ordinateurs. Mais en tout cas, via cette création monétaire, en 8 mois,
En l'espace de 8 mois, il y a eu autant d'argent créé qu'en l'espace de 20 ans. Waouh, c'est dingue. C'est absolument monstrueux. On parle de sommes qui sont faramineuses. Donc oui, il y a aujourd'hui beaucoup plus d'argent. Et en effet, selon les théories macroéconomiques traditionnelles, on aurait dû avoir une inflation. Cette inflation, aujourd'hui, elle n'existe pas. On regarde les chiffres. Moi, je regarde beaucoup les chiffres d'inflation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation. Tu les regardes où, juste pour info, pour les gens qui veulent suivre ça un petit peu? Alors, je regarde beaucoup via les Échos. D'ailleurs, j'en parlerai après parce que c'est à mes yeux un média qui est très pertinent et qui est voilà, qui donne une information qui est tout à fait réelle de ce qui se passe. Voilà, donc les Échos. Les Échos en parlent régulièrement. Ok, ok, ok. Tu peux aller aussi sur le site de l'INSEE qui fait des points réguliers sur l'inflation. Alors, il faut faire attention à inflation globale et inflation hors produits énergétiques, tabac, alcool. Voilà, parce que là, évidemment, si on regarde le prix d'un paquet de cigarettes, il a tendance à progresser beaucoup plus que tout autre produit de Ouais, mais il consommation. progresse pas dû à l'inflation, il progresse dû à l'augmentation des Exactement. taxes. C'est pour ça qu'il faut regarder l'inflation Ok, hors tabac. ok, ok, ça marche. Ouais, c'est plus clair. Bonne remarque. Ok. Donc oui, en effet, pour l'instant, on n'a pas de conséquences sur les prix. Parce qu'il y a eu une baisse de demande aussi. On n'a pas eu de consommation particulière. On est chez nous, on achète sur Internet, on ne va plus au restaurant, on ne va plus dans les bars. L'argent circule beaucoup moins vite qu'à l'époque. C'est ce qu'on appelle la vitesse de rotation de la monnaie. Ça, c'est quelque chose qui est très important en macroéconomie. L'argent circule beaucoup moins vite. Et ça, c'est structurel, c'est lié au contexte d'aujourd'hui. On peut se poser la question, si demain tout réouvre, est-ce que l'argent va de nouveau circuler aussi vite qu'avant? Et dans ce cas, est-ce que ça peut entraîner une augmentation des prix? Est-ce que demain les acteurs financiers, immobiliers, le particulier va se dire, ah bah moi mon argent, mon euro de 2020 ne vaut pas la même chose que mon euro de 2021. Donc voilà, je n'attribue plus la même valeur à cet euro-là, donc je ne veux pas payer la même chose. On peut se poser toutes ces questions-là. Pour l'instant, l'inflation n'existe pas. C'est que du théorique. Ok, ok, très clair. Bah, après, je pense qu'il va quand même y avoir un changement de paradigme dans la façon de consommer, les outils qu'on utilise, notamment pour les entreprises. Tu parlais tout à l'heure des nouvelles technologies et des technologies qui existent déjà. Hein. On l'a vu, les outils de travail à distance, etc. Je pense que ça va un peu bouleverser la façon dont les entreprises fonctionnent et pourquoi pas aussi les particuliers, même si je le ressens en discutant avec des amis, etc. On a quand même tous envie que le confinement se termine et qu'on puisse vraiment être libre de vivre notre vie comme avant, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu as tout dit. On est tous un petit peu schizophrènes, si j'ose dire. On a envie, en effet, de reprendre notre existence normale. Et dans le même temps, on se dit que tout ça doit bien exister avec une raison. Le Covid, voilà, je crois beaucoup aux signes. Tu vas peut-être sourire, mais si le Covid existe, c'est peut-être aussi pour nous ramener, nous remettre un peu les pieds sur terre, nous faire comprendre qu'en effet, cette consommation débridée, comme on l'a constaté depuis des années, bah, il est peut-être temps de faire un peu plus attention à la planète. Et je pense qu'on y reviendra dans notre échange, parce que la finance verte existe, heureusement. Mais en effet, il y a à la fois cette envie que tout redevienne comme avant et une envie de plus protéger les choses et de faire en sorte que notre argent serve à cette transition énergétique. Et je le souhaite. J'espère qu'en effet, les acteurs, les particuliers, les politiciens s'empareront de cette question et feront en sorte qu'en effet, demain, on puisse vivre mieux. Bah, il semblerait qu'avec l'avènement de Joe Biden, ça semble être bien parti hein, pour les États-Unis qui, pendant la carrière de Trump en tant que président, n'était pas du tout en accord avec justement les accords sur le climat, etc. Et là, pour le coup, il y a un changement de bord qui va peut-être amener vraiment une puissance de frappe économique, financière Oui. sur les investissements verts et toutes les entreprises qui font partie de cet écosystème pour améliorer le mix énergétique et aller vers une réduction des émissions de CO2, etc. quoi. Ouais, ça se constate aux États-Unis. D'ailleurs, le plan de Joe Biden s'appelle le Green New Deal. Ça représente là aussi des sommes qui sont assez folles, qui fonctionnent là aussi avec de l'impression monétaire, hein, bien sûr. Et on va faire la même chose en Europe. Et c'est très bien. En effet, il faut basculer sur des énergies plus vertes.
Les solutions existent, donc en effet, il faut les utiliser. Et justement, en parlant de solutions, j'avais envie de discuter avec toi d'enveloppe fiscale. Ouais. Alors, on va essayer de vulgariser un petit peu ce que c'est qu'une enveloppe fiscale. Enfin, on peut compter notamment le PEA et le PER qui sont les plus connus. Moi, Ouais. la façon dont j'aime l'expliquer, en fait, c'est comme un sac dans lequel tu vas pouvoir mettre des produits dedans. Donc l'enveloppe fiscale en soi c'est pas un produit, enfin c'est un produit financier mais qui va englober d'autres produits financiers. Enfin, je sais pas comment tu l'expliques toi à tes clients de façon simple, mais je Alors, suis curieux de savoir. je vais te parler un petit peu d'assurance vie aussi. On parle en effet de PEA. Donc le PEA, c'est le plan d'épargne en action. Donc c'est par exemple quelqu'un qui souhaite acheter un titre d'entreprise. Je veux acheter demain des actions, je sais pas moi, de Carrefour. Je les mets dans un PEA. C'est aujourd'hui à ça que sert le PEA. Mm. Il y a le PER, le plan d'épargne retraite, qui est un nouveau support d'investissement qui existe depuis octobre 2019 seulement. C'est Bruno Le Maire qui l'a créé via sa loi Pacte. Donc on est là aussi sur un support qui est très récent, mais qui commence à être fortement plébiscité par les Français. On va voir pourquoi. Et ensuite, il y a le contrat d'assurance vie, traditionnel contrat d'assurance vie, spécialité française, qui est aujourd'hui le support d'investissement préféré des Français. C'est sur ce support d'investissement-là qu'il y a le plus d'argent. Alors pour vulgariser un petit peu la chose, tu parles de sac, moi j'aime bien parler d'armoire. En fait, tous ces éléments-là, le PEA, le PER, l'assurance vie, c'est une armoire. Et dans cette armoire, on va mettre des tiroirs. Et chaque tiroir va représenter, par exemple, un fonds d'investissement. Donc, en effet, via une enveloppe, via une armoire, on peut avoir différents tiroirs, différents fonds d'investissement qui vont nous permettre de faire performer notre épargne, tout simplement. Ok, très clair. Je vais plus voir mon armoire de la même manière, mais c'est un bon exemple. En effet, c'est assez clair. Et du coup, voilà, faisons un petit focus sur chacune de ces enveloppes fiscales. Commençons par l'assurance vie. Quel est l'intérêt d'ouvrir une assurance vie, par exemple? Alors, l'assurance vie, j'aime bien la comparer très rapidement avec un livret A amélioré. Tout simplement parce que le livret A, si tu as besoin d'argent, bah, tu peux en retirer quand tu le souhaites et tu peux reverser sur ton livret A quand tu le souhaites. C'est vraiment très simple, tu fais un virement. Finalement, l'assurance vie, c'est la même chose. C'est un versement libre, retrait libre. Souvent, le banquier dit que c'est bloqué. Non, on fait ce qu'on veut avec l'assurance vie. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc c'est liquide. C'est liquide. Après, la comparaison avec le livret A s'arrête là. Parce que le livret A, pour le coup, on n'a pas vraiment le choix au niveau des supports. Oui, il n'y a pas de tiroir. Alors que, exactement, il n'y a pas de tiroir. C'est juste une armoire, mais qui est vide. Ok, ouais. Voilà, Vide, tu vas vide dire de performance aussi. Voilà, vide de performance, on est à 0,5% aujourd'hui. Bon, c'est moins que l'inflation. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, mettre de l'argent sur un livret A, on va avoir une érosion du capital. Plus les années vont passer, plus on va perdre de l'argent. C'est mécanique. Ensuite, au niveau de l'assurance vie, il y a, on va dire, 3 grands avantages. Donc déjà, le choix des supports. Dans l'assurance vie, tu as un premier support qu'on appelle le fonds en euros. Le fonds en euros, en fait, c'est de la dette d'État français. Donc c'est quelque chose qui est super sécuritaire. L'État français aujourd'hui est un pays tout à fait solvable et touchons du bois pour que ça reste comme ça. Il n'y a pas de raison que ça change. Donc aujourd'hui, le fonds euro, on a une garantie à 100% en capital, mais malheureusement, le prix de la sécurité, c'est que ça rapporte pas beaucoup. On est aux alentours de 1,5% sur le fonds euro par an. Alors tu vas me dire, c'est quand même 2 fois, 3 fois plus important que le livret A. Oui. Et ensuite, on a un deuxième bloc, un deuxième groupe de tiroirs sur l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle des unités de compte. Et sur ce groupe d'unités de compte, on va avoir différents fonds d'investissement sur de l'obligation, donc c'est de la dette d'État, de la dette d'entreprise, sur des actions, donc des morceaux d'entreprise, sur des fonds monétaires, du yen, du yuan, du dollar, de l'euro, etc. Et évidemment des fonds immobiliers. On l'oublie souvent, on imagine que les contrats d'assurance vie, c'est 100% financier et qu'on n'a pas le choix. Non, on peut avoir de l'immobilier dans son contrat d'assurance vie. Et donc les unités de compte, c'est un peu comme la dette d'État français du tiroir numéro 1, le tiroir numéro 2, c'est juste que tu vas pouvoir acheter des obligations d'autres pays et d'entreprises privées aussi, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, on peut investir sur différents secteurs géographiques. Si je veux investir uniquement en Amérique du Sud, je peux. Si je veux investir uniquement en Asie, je peux. On peut investir en fonction d'une thématique précise. Par exemple, quelqu'un qui pense que l'eau, le marché de l'eau demain sera quelque chose sur lequel il va y avoir beaucoup d'intérêt. Je le pense personnellement. On voit bien que les conséquences climatiques aujourd'hui font qu'il y a certaines zones du monde qui vont être de plus en plus touchées par des sécheresses. Mm. Aujourd'hui, en France, on voit qu'aux alentours du Lot-et-Garonne, il y a de grosses inondations. Donc, en fait, il y a une très mauvaise répartition des ressources naturelles en eau. Et c'est vrai qu'il y a certains fonds d'investissement aujourd'hui qui permettent d'investir sur des entreprises qui vont à la fois traiter les eaux usées, qui vont acheminer l'eau potable dans les zones qui en ont besoin, qui vont pourquoi pas investir sur des entreprises qui font de la désalinisation. Voilà, donc vraiment différents sujets qui peuvent être regroupés au sein d'un même fonds. Donc c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle des fonds à thème. Des fonds à thème. Donc, on a les unités de compte, les unités de compte, la dette d'État français et les fonds d'investissement. Et donc, ton Oui, exemple de l'eau, c'est un fonds d'investissement là qui est spécialisé, qui va sélectionner des entreprises qui gravitent et travaillent dans ce secteur d'activité. exactement ça. Et Ok. il y a toute une série de thématiques en fonction de ce qui nous semble le plus pertinent. Et on y reviendra. Ok, moi, bah, je me suis renseigné très tôt hein, justement sur les marchés de l'eau. Bah, quand j'ai vu le documentaire d'Arte qui est vraiment un documentaire très intéressant, qui parle en Oui, fait des marchés de l'eau qui sont déjà mis en place en Australie et au Royaume-Uni. exactement. Oui, Et en fait, moi, je me posais une question un peu éthique là-dessus parce que certes, ça peut être un investissement très intéressant. Il y a clairement des enjeux, mais d'un autre côté, est-ce qu'on n'alimente pas une sorte de hedge fund qui va acheter les sources d'eau de pauvres agriculteurs pour les revendre à des grosses multinationales tu vois, il y a ouais, ce côté-là un peu où tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds, euh, tout à fait. vu que c'est Alors très tu fais bien de diversifié. ouais, tu fais bien de le préciser. Le reportage Arte que tu évoques, et je l'ai vu aussi, c'était très intéressant. En effet, en Australie, il y a un marché de l'eau qui s'est constitué. Je crois que le prix à l'époque du reportage, c'était 1 million de litres d'eau, qui valait à peu près 500 dollars australiens, si je dis pas de bêtises. Ok. Là, ça veut bien dire que si tu achètes ce type d'actifs, bah, tu vas miser évidemment sur une augmentation du prix de l'eau ou une baisse si tu es sur une stratégie baissière. Voilà. Je ne vais pas revenir sur la stratégie long short. On Mm. l'a bien vu avec GameStop où il s'est passé quand même pas mal de bricoles. Je pense que maintenant les gens sont bien informés sur ce que ça veut dire de miser à la baisse sur quelque chose. Ah oui, c'est vrai. Bref, Et d'ailleurs, c'est pour revenir juste un tout petit peu sur cette affaire, ouais, je trouve ça fantastique parce que au final, ça a été un bon moyen de vulgariser en fait ce que c'est que des options d'achat ou des options de vente, alors que quand même c'est exactement. un produit financier un peu obscur quoi. Genre c'est pas facile de comprendre. Et en fait, il y a tellement de youtubeurs, d'influenceurs, etc. qui en ont parlé que au Ouais, final, je pense que plus que jamais, les gens sont informés sur ce que c'est que les options d'achat. D'ailleurs, je le recommande à exactement. personne. C'est hyper risqué de se lancer là-dedans. C'est plutôt réservé aux professionnels. Exactement, tu fais bien de le préciser, c'est en effet ce qu'on appelle des produits dérivés. Le risque est quand même conséquent, il y a souvent des effets de levier qui sont liés à ces options. Voilà, c'est vraiment un marché de professionnels. Je vous encourage vivement à d'abord faire du trading sur un PEA, sur un compte titre, voilà, en ne misant que ce que vous avez. Voilà. Frottez-vous à l'effet de levier uniquement quand vous aurez un petit peu de trésorerie derrière que vous serez à même de perdre. Parce qu'en effet, il suffit de se tromper une seule fois pour que ça fasse mal. Ah ouais, clairement. Et même pour les professionnels, hein, on a vu Melvin Capital là qui a été rincé, quoi. Ils sont tombés. Oui, Hein. oui, Enfin, oui. je sais pas si l'entreprise va vraiment mourir, mais je pense qu'ils ont essuyé l'une des plus grosses pertes de leur histoire. Et ça me fait Oui. rire parce que en ce moment, je suis en train de lire un livre de Nassim Nicolas Taleb, hein, qui a été un trader autrefois et qui maintenant est plutôt un trader reconverti en psychologue, oui, en économiste slash penseur en quelque sorte. Ouais, Et ouais, justement dans son premier livre, Le hasard sauvage, il parle justement des traders qui en fait vont gagner pendant un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et il suffit d'une erreur sur le marché des options et à l'achat ou à la vente
pour qu'il soit totalement rincé et qu'il fasse tomber le fond et qu'il se fasse virer, quoi. Donc Tout à c'est fait. vrai que on peut aussi, surtout dans cette période-là de 2020, où tout monte à la hausse, ça n'a plus de limite. On se demande si s'il y aura pas un revers en quelque sorte, si on n'est pas dans une forme d'exubérance des marchés où les Ouais. choses prennent de la valeur. Parce que quand tu vois un titre comme GameStop, alors moi en soit, je trouve ça super intéressant que des particuliers aient fait la peau à des professionnels. Ça montre qu'on vit quand même dans une autre époque où les gens peuvent s'auto-former, se réunir en groupe, etc. pour monter des opérations complexes. Par contre, c'est une bulle en puissance, ce titre, qui est quand même monté à 400 qui va redescendre aussi vite. On est complètement corrélé de la valeur de cette entreprise, c'est C'est ça. clair. Il faut bien comprendre que le fonds d'investissement qui misait sur la baisse de la valeur de l'action, s'il misait sur la baisse de la valeur de l'action, c'est que derrière, les actifs de l'entreprise ne sont pas très bons, que l'entreprise n'était pas en très bonne santé. Donc en effet, voir l'action progresser de plusieurs centaines, plusieurs milliers de pourcents en quelques mois, c'est bien la preuve qu'il y a une incohérence sur le marché. On est bien d'accord. C'est pas un cas à part. C'est pour ça que j'y reviendrai, mais aujourd'hui, il faut diversifier plus que jamais, mais il faut correctement choisir les paniers dans lesquels on investit. On dit toujours ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est vrai, mais il faut bien choisir ses paniers. Et voilà. Aujourd'hui, ce qui s'est passé avec GameStop, c'est plus une lutte contre les méchants fonds d'investissement qu'une volonté de gagner des sous, parce que concrètement, ça s'est passé comme ça. Bah oui, et surtout, il y a Mais plein de particuliers qui vont perdre plus d'argent qu'autre chose, hein, parce que complètement, mais il y a ils en ceux avaient qui étaient à conscience. l'initiative, tu vois, c'est un peu le délit d'initié, tu vois, tu étais à l'initiative, tu savais que des choses Oui, allaient se passer, et tu as revendu tes positions quand GameStop a du tout, enfin quand Melvin a du tout racheté, et puis après ceux qui restent, bah, c'est ceux qui vont se faire rincer aussi. Donc c'est-à-dire que il y aura oui, aussi des particuliers qui seront perdants, c'est-à-dire que c'est un peu le duel David contre Goliath, sauf que bon, oui. il y a des milliers de David, et dans les milliers de David, il y en a, je pense, facile 90% qui vont perdre de l'argent dans cette histoire. Oui, mais c'est mécanique. Si une action monte autant pour ensuite revendre et gagner des sous, bah, il faut qu'il y ait derrière un acheteur. Ça ne peut pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. C'est un adage boursier qui est bien connu et qui est ô combien vrai. Là, en effet, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des sous, mais en soi, le but, encore une fois, il était de donner une bonne leçon à ce fonds d'investissement. Je pense que la leçon a été tirée. Aujourd'hui, les fonds d'investissement qui font des positions short, bah, ils y vont voilà, ils y réfléchissent à deux fois avant de se lancer sur une entreprise. Il y a beaucoup de fonds d'investissement short qui ont récemment racheté leur position parce que justement, ils allaient potentiellement subir des pertes aussi. Voilà. Donc, il y a eu quand même une belle leçon qui a été donnée. Je trouve ça plutôt sain de voir qu'en effet, c'est pas toujours les plus gros qui gagnent. Mm. Et voilà, donc pour moi, c'est une belle leçon, c'est bien. Ah, je pense que ça va être, c'est historique, hein, ce qui s'est passé. Après, voilà, je suis curieux de voir si en quelque sorte, ce mécanisme d'autodéfense des entreprises en déclin, parce que bon, GameStop, c'est quand même une entreprise qui est en déclin, mais qui a réussi à fédérer, je pense, voilà, des gens qui avaient un attachement à cette entreprise. Et de plus en plus, Oui, je le remarque, hein, encore plus cette année que les autres, mais les gens investissent de plus en plus dans des entreprises en bourse qu'ils utilisent ou qu'ils apprécient. Et donc, je sais pas si tu as remarqué ça, toi, mais justement, les oui, gens qui ont tout plein de produits Apple vont investir dans Apple. Les gens qui rêvent de s'offrir une Tesla vont investir dans Tesla, ou qui aiment Elon Musk vont investir dans Tesla. Moi, tu vois, par exemple, j'utilise des logiciels comme HubSpot pour mes relations clients, etc. J'investis dans HubSpot. Et je pense du coup, ça va participer aussi à créer ce genre de mécanisme d'autodéfense des particuliers oui, contre les fonds qui cherchent à shorter. Après, en quelque sorte, c'est dur de jeter la pierre à l'un ou à l'autre parce que les fonds, en quelque sorte, ils ont un job un petit peu de requin, c'est-à-dire que bon bah voilà, si y a un animal blessé dans la mer, au lieu de le laisser mourir à petit feu, ils vont le finir quoi, ils vont le manger. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe sur les marchés quand t'as des fonds qui shortent des actions quoi. C'est qu'ils ouais. Alors,
Ouais, dis-moi. Je me permets de te couper pour faire une petite précision. Tous les fonds aujourd'hui d'investissement ne font pas du short. Il faut bien comprendre qu'il y a Ouais. deux types d'investissement. Un investissement en longue qui nous permet donc d'acheter des actions et on mise sur la hausse de la valeur, et des actions en short où en effet là on va chercher à ce que l'entreprise, à ce que l'action baisse. Euh, les fonds que j'évoque, dans le contrat d'assurance vie en l'occurrence, sont majoritairement des fonds longues. Parce que on le voit bien avec une tendance structurelle haussière du marché, miser sur la baisse des marchés via un fonds justement short, c'est quand même assez compliqué. C'est aussi pour ça que les fonds rachètent leur position, parce Mm. que finalement ça a été une très mauvaise année 2020 pour eux. On y revient, tu me posais la question, mais pour eux ça a été une très mauvaise année. Tous les fonds qui shortaient et qui misaient justement sur une baisse importante des marchés financiers, bah, finalement, ils n'ont pas gagné d'argent parce que ça a été une très bonne année boursière. Ça peut sembler paradoxal. L'économie ne va pas forcément mieux qu'en 2019, loin de là. Mais en tout cas, ça a été une très belle année boursière et ces fonds-là ont perdu des sous. Mm. Oui, il y en a que quelques-uns, je pense notamment, j'ai plus le nom de ce milliardaire américain qui a shorté au tout début, juste avant le départ du Covid, on va dire, à l'échelle mondiale, et qui a quand même, je crois qu'il avait investi 500 millions et il est sorti avec 2,4 milliards. Donc, mais c'est vraiment, voilà, c'est un seul parmi des centaines de milliers, quoi. Donc, Oui, des milliers. Donc ouais, c'est clair que c'était pas leur année. Justement, tu me parlais des fonds longues, et justement des fonds que tu as commencé à m'en parler avec le fonds justement sur l'eau. J'aimerais voilà parler un petit peu d'autres fonds que tu aimes bien ajouter enfin en fonction du profil de risque des gens, mais on va dire si c'est des gens qui ont vraiment envie de booster leur patrimoine, tu connais, voilà, tu peux nous parler un petit peu de quelques fonds que tu apprécies? oui, bien sûr, bien sûr. Alors aujourd'hui, il y a quand même pas mal de fonds d'investissement qui ont en effet tiré leur épingle du jeu en 2020. Donc on a parlé un petit peu des fonds technologiques. Je peux te citer par exemple le fonds fabriqué par la financière de l'Échiquier qui s'appelle Échiquier Intelligence Artificielle. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez regarder les performances sur n'importe quel site, hein, sur Boursorama, sur SICAV Online. Et les performances sont grandioses sur 2020, parce que c'est un fonds qui justement a misé sur le télétravail, l'intelligence artificielle, tout ce qui est big data, tout ce qui est digitalisation des outils. Mm. Donc là, période Covid, ça a vraiment été un fonds qui a fortement performé. On peut se poser la question, si demain tout le monde est vacciné et qu'on revient à la normale, est-ce que ce type de fonds performera tout autant? J'en suis pas sûr. C'est là qu'il faut être correctement conseillé. Oui, les Il y a d'autres... performances passées ne préjugent pas les performances futures, Exactement. le vieil Tu fais bien adage de de le la préciser. finance. Voilà, tu fais bien de le préciser. Et ensuite, il y a d'autres fonds qui me semblent cohérents par rapport au contexte. Je pense par exemple à des fonds environnementaux. Donc là, par exemple, tout ce qui va toucher à la fabrication d'éoliennes, à l'installation d'éoliennes, à tout ce qui est panneaux photovoltaïques, à leur rénovation des bâtiments, à tout ce qui est fabrication des voitures électriques, l'installation des bornes de recharge pour les voitures électriques, justement. Mhm. Voilà, ça, c'est un fonds qui, typiquement, devrait bénéficier des largesses des États, parce que les États, comme on l'a dit, vont investir de plus en plus sur ce créneau-là. C'est vrai que déjà ce fonds dont tu parles sur tout ce qui est énergétique, il a bien performé l'année dernière, il a fait 39%. Cette année, avec tout l'argent qui va être injecté sur ces secteurs d'activité, on peut espérer une très bonne performance, je pense, non? Exactement, exactement. L'année dernière, on était aux alentours de 30-35% de performance sur ce type de fonds. Certainement que cette année, ça sera tout aussi bon, parce qu'on en est encore une fois qu'aux prémices. On parle beaucoup d'éolien, on parle beaucoup de panneaux photovoltaïques, mais on en est qu'au début de l'installation de tous ces éléments-là en Europe. Donc oui, c'est des entreprises qui devraient performer de plus en plus. Et d'ailleurs, la législation, la réglementation change. On va autoriser de plus en plus des parcs éoliens offshore. On dit beaucoup les éoliennes, ça me gêne quand c'est à côté de chez moi. Mm. Bah, on a la solution de les mettre en mer. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc ça, c'est un fonds qui peut être intéressant. Il y a ensuite des fonds qui sont plus géographiques. Je pense par exemple à des fonds qui vont miser sur l'Asie et encore plus spécifiquement sur la Chine. Aujourd'hui, l'Asie et la Chine vont vraiment tirer leur épingle du jeu du contexte Covid, parce que notamment la Chine maîtrise beaucoup, beaucoup mieux le virus que nous.
C'en est d'ailleurs un peu frustrant parce que tout a commencé là-bas et pourtant c'est eux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. Mais force est de constater que aujourd'hui les entreprises chinoises fonctionnent à plein régime, que nous Européens, on a nos entreprises qui sont un petit peu lésées par toutes les directives sanitaires. Et évidemment, la Chine prend des parts de marché énormes en Europe, sans même parler des stratégies très long terme que la Chine a mises en place depuis plusieurs dizaines d'années. Je pense par exemple à la reconstruction des routes de la soie. Aujourd'hui, la Chine se positionne très fortement en Afrique. Elle finance des autoroutes, elle finance des lignes de chemin de fer. Et évidemment, c'est en accord avec les gouvernements locaux. Et les gouvernements locaux, les États africains, donnent la possibilité à la Chine d'avoir un accès prioritaire sur tout ce qui est terres rares. Aujourd'hui, la Chine a sécurisé plus de 90% de ses approvisionnements en terres rares. Ah oui, les terres rares, Euh, c'est un vrai sujet aussi, pour oui, les auditeurs, vraiment, c'est vrai que dans ce changement de paradigme, énergétique, on parle souvent, des bénéfices, mais on parle très peu des aspects négatifs, on va dire tout ce qui est en fait, l'aspect minier, hein, des composantes, oui, qu'on retrouve dans nos smartphones, dans nos véhicules, partout quoi. Donc oui. il y a des fonds aussi spécialisés, des fonds chinois spécialisés dans les terres rares? Oui, alors la conversation était plus large. Moi, je parlais vraiment de l'aspect chinois qui est capable de Ouais. sécuriser tous ses approvisionnements, tant en terres rares, comme on l'a dit, qu'en matières premières type pétrole, gaz naturel. Mmh mh. Mais c'est pour dire que la Chine est vraiment en train de placer ses pions sur l'échiquier mondial. Mmh. Et aujourd'hui, si je dois miser sur un seul pays qui deviendra le futur leader de la planète, c'est clairement la Chine. Les États-Unis sont malheureusement trop divisés et je pense pas malheureusement que Joe Biden arrive à réconcilier ces deux Amériques. Nous, Européens, on est, c'est triste à dire parce que je me sens fortement européen, mais on est à côté de la plaque sur beaucoup de sujets. Et oui, aujourd'hui, la Chine va tirer son épingle du jeu. Alors oui, les terres rares ont un intérêt, clairement, mais l'intérêt, il est aussi d'être sur une économie qui va performer parce que justement, ils ont sécurisé leur source d'approvisionnement. Un pays qui a aujourd'hui aucun problème pour avoir des terres rares, des matériaux pour fabriquer des panneaux photovoltaïques, par exemple la Chine, évidemment qu'ils vont réussir à exporter leurs panneaux photovoltaïques partout dans le monde parce que c'est eux qui auront la main mise sur la matière première. Oui, ils auront les coûts les plus bas parce que voilà, forcément, c'est eux qui ont la matière première Eh oui, et la Chine, oui, en effet, même cette année 2020, au final, c'est l'un des seuls pays, qui a eu un PIB, qui est positif, quoi. Ils ont fait, je crois, tout à fait. 2,4 c'est ça, un truc comme ça, ouais. Donc ouais, clairement, c'est le leader de la prochaine décennie, je pense, je pense que là-dessus et puis comme tu le parlais, justement d'échiquier mondial, c'est vrai qu'ils ont posé, quand même, pas mal de bases, notamment avec cette nouvelle route de la soie qui, je pense, va les faire monter en puissance encore plus qu'ils ne le sont déjà. Donc Oui, en effet, ouais, ça peut être très, très intéressant, de positionner une partie de son portefeuille, sur la Chine, quoi. exactement. OK, super intéressant. D'autres fonds peut-être, auxquels tu penses? Aujourd'hui, c'est mes grands critères de réflexion. Donc, tu l'as compris, hein, Chine, Asie, tout ce qui va être transition énergétique, tout ce qui va être technologie. Ouais. Et j'aimerais parler un petit peu des fonds plus spécifiques avec des labels. Parce qu'on parle beaucoup de finances vertes, on parle beaucoup voilà, de comment faire en sorte que mon épargne aujourd'hui puisse servir à cette transition énergétique-là. Ouais, label ESG, Finansol, des choses comme ça, ouais. Voilà, Tu peux voilà, expliquer un exactement. petit peu ce que c'est que ces labels? Exactement. En fait, il se trouve aujourd'hui qu'on a toute une série de labels. Je vais commencer par le premier, le plus connu, en effet, ESG, qui est l'acronyme de environnement, social et gouvernance. Là, on va avoir des critères qui vont être parfois un peu flous. Quel est le nombre de femmes, par exemple, au niveau du comité de direction? Est-ce que les gens sont bien payés dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont utilisés à travers la planète pour fabriquer tel ou tel produit? Voilà. Donc, on est plutôt sur l'aspect humain, l'aspect social, ce qui est une très bonne chose. Je ne dis pas qu'évidemment il faut négliger ces critères-là, mais on est sur des critères trop larges. Donc il y a un label qui est à mes yeux un peu plus restrictif qui s'appelle le label ISR, investissement socialement responsable.
où là, pour le coup, on va avoir carrément des secteurs d'activité qui vont être exclus de ce label-là. Je pense par exemple à tout ce qui est armement, tout ce qui est pornographie, tous ces éléments-là sur lesquels les gens ne veulent pas forcément investir, bah, c'est des secteurs d'activité qui sont exclus. Mais là aussi, on n'est pas encore assez strict parce qu'on ne parle pas assez de l'aspect environnemental. Et donc, il y a un nouveau label qui est assez récent, qui s'appelle le label Greenfin, qui est un label français qui a été créé par Ségolène Royal quand elle était ministre de l'écologie. Et ce label-là va être tellement restrictif que pour le coup, sur ce label-là, il y a seulement 50 fonds qui sont référencés aujourd'hui. Ok. Pour te donner une idée, aujourd'hui, en France, il y a à peu près 7000 fonds qui existent. Après, un fonds peut créer plusieurs fonds. Enfin, une société de gestion peut créer plusieurs fonds. Tout à fait. Ouais. Donc, Tout à fait. Je parle bien des fonds d'investissement, pas des sociétés de gestion. Évidemment, il y a moins de sociétés de gestion que de fonds, parce qu'en effet, une société de gestion peut avoir différents fonds. Tout à fait. ok, ouais, tout à fait. Ok. Ah oui, Euh, donc ouais, ces labels, ils sont vraiment là pour faire le tri, quoi. Oui, exactement. C'est pour ça que moi je me base beaucoup dessus. C'est un petit peu quand on va au supermarché et qu'on veut acheter des produits qui nous ressemblent. Bah voilà, on va sélectionner les produits sans huile de palme avec des bons labels, IGP, etc. Mm. Bah là, c'est un petit peu la même chose en finance. C'est super intéressant, c'est vraiment ce qui manquait. D'ailleurs, on va bientôt rentrer un partenaire aussi sur ce créneau-là. J'ai l'impression que ça devient vraiment enfin, c'est une mode, c'est une bonne mode en quelque sorte, parce que investir son argent avec conscience, je trouve ça vraiment hyper bien. Oui. Après, ça veut dire aussi que c'est un créneau à prendre pour les sociétés de gestion, de créer de plus en plus de fonds labellisés ISR, etc., quoi. Oui, tout à fait. Mais après, encore une fois, il y a des labels qui sont plus ou moins stricts. Et une société de gestion qui évolue déjà sur tel secteur d'activité, bah, c'est difficile pour eux de bouger et d'aller chercher un label qui serait trop exigeant. Mm. Pour revenir rapidement sur à quoi sert le label Greenfin, le but là est d'avoir des entreprises qui vont avoir un impact positif sur l'environnement. Le but n'est pas de réduire son impact, mais vraiment d'avoir un impact positif. Et là, ça change tout. Parce qu'on va vraiment être sur des entreprises qui seront sur les secteurs de demain et qui vont participer en effet à la transition énergétique, au nettoyage de notre environnement. Donc c'est vraiment un fonds aujourd'hui que je préconise beaucoup. Mm. Après, ça devient un peu restrictif parce que tu l'as compris, on n'a que 50 fonds sur ce label-là. Mais en tout cas, allouer une partie de son contrat d'assurance vie, une partie de son plan d'épargne retraite sur un fonds Greenfin, c'est quelque chose qui est à mes yeux tout à fait pertinent. Et en plus de ça, on a de bonnes performances. Souvent, on imagine que faire du bien à la planète, bah, ça ne rapporte pas d'argent. C'est pas vrai. Le fonds auquel je pense, qui s'appelle Ecofi Agir pour le climat, pour le coup, a fait une performance d'environ 20% sur l'année 2020. Donc c'est pas mal. Ah oui, donc ouais, c'est une bonne performance, OK, super intéressant et en plus d'autant plus intéressant, alors, je sais pas si ça s'est déjà arrivé, mais moi je sais que j'ai des clients qui sont musulmans et du coup vont être assez restrictifs, sur le type d'entreprise dans lesquelles ils veulent investir et je pense que ce type de fonds peut aussi plaire, voilà, à des communautés qui ont, Tout à fait, ça peut leur correspondre. qui ont une certaine sélection, déjà de base, de par leur religion. OK, super Ouais. intéressant. J'aimerais juste revenir un petit peu sur l'enveloppe PER. On a parlé un petit peu du PEA, de l'assurance vie. Le PER, qu'est-ce que c'est? Pourquoi mettre les produits qu'on a vus précédemment dans un PER, et pourquoi ouvrir un PER, quoi, de base? Ouais. Alors très bonne question. Quelle est la grande différence entre l'assurance vie et le PER? En fait, l'État français, donc tu l'as compris, c'est un support qui a été créé très récemment en octobre 2019. Le but de l'État, c'est d'encourager les Français à préparer leur retraite. Et pour les encourager, bah, quoi de mieux qu'une subvention? Donc c'est une forme de subvention d'État pour épargner, parce qu'il y a un mécanisme de déduction. Le fait de placer de l'argent sur un PER va réduire nos impôts. Ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que c'est finalement potentiellement plus efficace que l'assurance vie si tant est qu'on paye un peu d'impôt sur le revenu. Alors, comment ça marche en pratique? Je vais te donner un exemple très simple. Monsieur est célibataire, il a un revenu imposable de 50 000 euros par an. S'il place 10 000 euros sur un plan d'épargne retraite, ce monsieur n'est plus imposable sur 50 000 euros, il est imposable sur
40 000 euros. Et donc, son impôt va réduire mécaniquement puisqu'il aura déclaré moins de revenus. OK, ouais, ouais, d'accord, je vois et après à la revente, enfin parce que bon, après la revente elle est à long terme, parce que le PER comme c'est expliqué dans le nom, c'est un plan d'épargne pour la retraite. C'est un peu l'idée de faire un placement à l'américaine, de retraite par capitalisation. Exactement. Hem Et du coup, à la revente, l'avantage fiscal, il est uniquement, sur les sommes envoyées, mais sur les sommes ressorties, on prend les frais de 33 quoi, c'est ça? Alors, là, Ou tout va dépendre de la personne. C'est pour ça mmh, que, encore une fois, l'aspect conseil est nécessaire, parce que quelqu'un qui écoute ce podcast et se dit: «Ah bah, c'est génial, le PER, c'est pour moi». Non, encore une fois, il y a une démarche de conseil qui est nécessaire. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à solliciter des professionnels pour savoir si c'est bien un support qui vous correspond. mmh, Parce que comme tu l'as dit, en effet, il y a un avantage fiscal à l'entrée, qui est donc de 30 pour une personne célibataire, et qui est sur une tranche de revenus donc à 30%, puisque si c'est quelqu'un qui gagne 50 000 euros, il est sur une TMI, un taux marginal mmh. d'imposition à 30%. L'idée, c'est évidemment qu'en sortie, cette personne ait une baisse de revenus parce que justement, c'est l'heure de la retraite et évidemment, les pensions en retraite seront plus faibles que ses revenus accumulés au fil de sa carrière professionnelle. Donc l'idée, c'est en effet d'avoir moins d'imposition en sortie. Et justement, l'idée du PER, c'est qu'à la différence de l'assurance vie, c'est pas liquide. C'est-à-dire tu peux pas sortir, ton argent quand tu veux, si tu as besoin de le sortir. Il y a certaines Voilà. conditions. Exactement, il y a des conditions de déblocage qui sont assez spécifiques. Donc là aussi, il faut étudier que ce soit bien en accord avec le projet de chacun. Pour te parler de deux situations de déblocage, il y a le déblocage en cas d'achat de résidence principale ou de déménagement, ça fonctionne aussi, Mmh. et un déblocage évidemment quand tu arrives à la retraite. OK, très clair. Très, très clair et du coup, dans ce PER, on peut mettre aussi des fonds, en termes de tiroirs, c'est les mêmes que ceux qu'on a vus, jusqu'à présent? Exactement, c'est les mêmes tiroirs que sur l'assurance vie. Donc du fonds euro, le premier bloc, et ensuite toute une série d'unités de compte. OK et en off, on avait déjà discuté et tu me disais qu'on pouvait aussi investir dans l'immobilier, avec des enveloppes fiscales, c'est ça? Tu Ouais, tu m'avais parlé des SCI notamment, tu peux juste dire quelques mots, sur ce type de produit? ouais, ouais, ouais. Alors, aujourd'hui, on commercialise, nous, de Lattre Finance, une SCI qui s'appelle Via Génération, qui me semble très, très, très pertinente au regard du contexte, parce qu'en fait, c'est un fonds immobilier qui est 100% immobilier, donc il n'y a pas de produits financiers dans cette SCI-là, et qui va générer une rentabilité mécanique. En fait, c'est un fonds qui va ressembler à un fonds en viager, sans l'aspect non éthique. Parce qu'évidemment, comme tu le sais, quand tu achètes un bien immobilier en viager, tu vas espérer intérieurement à ce qui est évidemment le décès de la personne qui vende pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que évidemment, plus le décès intervient tôt, plus tu récupères la pleine propriété du bien, plus tôt tu peux en faire ce que tu veux. Mmh. Ce fonds-là ne fonctionne pas exactement sur ce mécanisme-là. En fait, pour te l'expliquer en quelques mots, en France, quand tu achètes un bien immobilier, tu l'achètes en pleine propriété. Cette pleine propriété, elle est composée de deux choses. Elle est composée de la nue propriété, c'est les murs que tu peux toucher, que tu peux voir, et l'autre morceau, c'est l'usufruit. C'est la possibilité de l'habiter, la possibilité de louer et de récupérer un revenu locatif de ce bien. Donc, nue propriété plus usufruit, ça donne la pleine propriété. En fait, ce fonds SCI va acheter la nue propriété du bien, donc elle va acheter les murs. D'accord. Et la personne qui vend le bien, donc la personne âgée, va garder l'usufruit. Donc la personne âgée garde la possibilité de rester dans le bien. Donc tu l'as compris, c'est un fonds qui va concilier les intérêts de l'investisseur et les intérêts de la personne qui vend. Le vendeur, il a l'argent en fait pour rester à domicile. Souvent aujourd'hui, les personnes âgées retraitées, elles sont riches d'un patrimoine immobilier, résidence principale. Mais il y a finalement assez peu d'argent sur les comptes. Quelqu'un qui a besoin d'argent pour pouvoir partir justement en voyage parce que c'est une personne qui est encore en forme, etc., et qui veut voilà, dépenser de l'argent, mais qui n'en a pas, la meilleure des solutions, c'est en effet de procéder à une vente en nue propriété. Donc la SCI va donner une valeur de nue propriété au vendeur. Le vendeur va pouvoir faire ce qu'il veut avec cet argent, payer des infirmiers à domicile, faire les aménagements nécessaires dans la maison,
partir en voyage s'il le souhaite. Et l'acheteur, l'investisseur, donc la SCI, en fait, n'a pas de risque de fluctuation de marché, ni de loyer impayé, ni de risque de crédit. Ça, c'est important aussi de l'avoir à l'esprit. Mmh. Et donc là, tu vas me poser la question de comment cette SCI génère de la performance. Parce que s'il n'y a pas de loyer, comment un fonds immobilier peut générer de la performance? En fait, c'est assez simple. C'est une question purement mathématique, purement mécanique. Plus le temps va passer, plus l'usufruit, donc le droit de rester dans le bien, plus l'usufruit va progressivement basculer vers la nue propriété. Donc progressivement, la SCI va devenir de plus en plus propriétaire du bien. Ça, c'est quelque chose qui est purement comptable, purement mathématique, D'accord. et ça nous permet d'avoir une SCI qui se valorise dans le temps. Donc c'est un support qui est très intéressant parce que aujourd'hui, vu le contexte, il faut quand même souligner le fait que cette SCI-là, elle n'a aucun risque de loyer impayé. Ça, c'est vraiment important. OK, ça marche et c'est un investissement sur lequel on reste plutôt longtemps, non? Vu que c'est de l'immobilier, enfin après ça a l'air Alors, assez, vu que c'est un droit de enfin on perçoit, co par exemple combien par an, c'est quoi les rendements attendus et si on peut alors, sortir on parle de rentabilité et pas de rendement, puisque c'est bien un fonds qui se capitalise, ah c'est oui pas un fonds qui d'accord. distribue. Mais en effet, on va être sur une rentabilité qui va avoisiner les 5% par an, donc tout à fait correct pour quelque chose qui est purement mathématique. Et à la question est-ce que je peux sortir quand je le souhaite, c'est très liquide dans le sens où notre assureur avec qui on travaille va garantir la liquidité du support. Il n'y a pas besoin d'avoir en face une contrepartie qui accepte de racheter nos parts. Si demain un investisseur veut revendre ses parts, c'est automatique, l'assureur est tenu de lui racheter. OK. Ah ouais, donc c'est ouais, c'est vraiment intéressant et quand tu disais ça capitalise, c'est-à-dire que, par exemple, si, s'il fait 5 en année 1, le montant que représentent ces 5 va être réinvesti, Oui, pour que l'année suivante, eh bien, tu aies un petit peu plus de capital qui va à nouveau tout à fait. générer, 5 ou plus et cetera et cetera. Tout à fait. La valeur de la part progresse et pour te donner une petite idée, aujourd'hui on est aux alentours de 120 euros la part. Donc tu vois, c'est accessible aussi à des petits investisseurs. Voilà, tout le monde peut acheter des parts de SCI s'il le souhaite. Et c'est pour le coup beaucoup plus diversifié, beaucoup moins risqué qu'un investissement en viager tout seul. Ouais, Parce ouais, que quand tu investis sur un bien en viager, pas de chance, tu tombes sur notre doyenne française Jeanne Calment, ton investissement il n'est pas bon. Alors que là, via une SCI via génération qui ne cherche même pas à miser sur le décès de quelqu'un, parce qu'il y a cet aspect aussi non éthique dont on a parlé, qui n'existe pas dans cette SCI, mmh. pour le coup, c'est beaucoup plus sécuritaire. OK, super intéressant ce produit, que vous pouvez retrouver sur Juicy, pour avoir tous les détails. Écoute, on arrive, quasiment à la fin, de cette interview. C'était très riche en informations. Pour les dizaines de minutes qui nous restent, j'aimerais discuter avec toi, voilà, des questions de la fin que je vais poser à tous mes invités. Et moi, je suis très curieux, de connaître le à quoi ressemble le portefeuille des autres. Et du coup, je me demande, voilà, si tu peux nous donner, une image en fait pour voir à quoi ressemble ton portefeuille sans pour autant rentrer dans les détails, mais voilà, histoire de nous donner un screenshot de ton patrimoine. Déjà, il faut savoir que tous les investissements que je propose à mes clients, c'est des choses sur lesquelles je me suis moi-même frotté pour vérifier qu'en effet ça fonctionne bien. Et il faut évidemment croire ce que tu vends pour pouvoir évidemment voilà, il faut avoir testé les éléments. Donc évidemment que je suis investi sur la même chose que je conseille. OK, donc tout ce qu'on a Après, vu jusqu'à présent, tu as des positions dessus, quoi? ouais, exactement, exactement. Tous les fonds d'investissement qu'on a cités, je suis dessus. Et ensuite, il y a des supports d'investissement que je ne conseille pas forcément à mes clients, par exemple via un PEA, puisque là, le PEA, c'est du titre vif, tu l'as compris. Ouais. Moi, je suis né dedans toute la journée, donc je peux me permettre de passer un peu de temps et de faire du trading presque journalier, chose que je ne conseille pas à mes clients parce que c'est trop compliqué, parce que tout le monde travaille et que voilà, les gens n'ont pas la capacité aussi d'être aussi réactifs que moi sur leur portefeuille action. Ouais, Donc déjà, l'aspect, ça prend du temps eh oui, d'analyser une ça prend du action, temps. de savoir si on a envie de l'ajouter dans son portefeuille, de passer l'ordre et cetera, quoi. Exactement. Donc l'aspect compte titre PEA,
tu te doutes que ça, j'en ai et j'encourage tout le monde à en avoir si c'est quelque chose qui nous correspond, parce que là, par contre, on est sur des risques qui sont quand même plus élevés. Il faut bien comprendre que si tu investis sur une action, ton risque, il est maximum. Alors que si tu investis sur un fonds d'investissement, le fonds d'investissement va avoir une multitude d'entreprises à l'intérieur. Donc, Oui. tu vas diversifier complètement ton risque. Ouais, un fonds d'investissement, ça peut être, je sais pas, 30, 40, 100, 200, Ah même oui, des oui, milliers parfois exactement. d'entreprises. Tout à fait. OK, ouais. Après, au niveau des contrats d'assurance vie, bah, c'est les mêmes que ce que je propose à mes clients, bien sûr. Dans un bon patrimoine, il faut évidemment avoir un petit peu d'immobilier. Donc, j'encourage tout le monde, si vous en avez la possibilité, faites des crédits immobiliers pour faire du locatif. Alors après, il faut le faire intelligemment. Est-ce que j'investis dans telle ou telle ville? Comme je le disais au début, est-ce que j'investis dans l'ancien, dans le neuf? Est-ce que j'investis en meublé, en nu? Voilà, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser. Et surtout, il faut avoir une stratégie un petit peu long terme. Quels sont vraiment les objectifs? Pourquoi je fais tout ça? Et c'est vrai qu'encore une fois, la part de conseil, elle est vraiment nécessaire. Et ouais, c'est bien ce que tu dis parce qu'au final, on remarque, bon, je vais reprendre à nouveau, ce que dit, Nassim Nicolas Taleb dans son dernier livre, Skin in the Game, jouer sa peau en français. Justement, tu skin in the game dans le sens où, voilà, ce que tu recommandes, tu l'as testé et cetera, tu es déjà rentré dedans et du coup, ça c'est plus rassurant. Moi aussi, j'essaie de le faire chez Juicy. Par contre, on a tellement de produits que j'ai pas assez d'argent, pour, pour tous les essayer. Donc, mais ça fait partie de mes objectifs aussi vraiment de tout tester. Alors après, voilà, on a des plateformes qui sont plus ou moins accessibles, mais c'est sûr que des produits, voilà, je peux pas tous les essayer. Ok, super intéressant. D'autres placements ou c'est tout? Ou c'est déjà bien, hein. Je Ouais, fais. mais désolé de ne pas être très intéressant sur le sujet. Non, non. Non, non, Mais mais j'ai pas dit ça, c'est pas du tout, la non, question. Bah, surtout je qu'on plaisante. les a déjà évoqués avant, et du coup, ça me paraissait, normal, voilà, de voir que tu les as aussi dans ton portefeuille, tous ces produits. Ouais, moi je dis souvent que le complexe est l'ennemi du bien parce que souvent on voit des investissements très créatifs, très compliqués à comprendre. Là, je fonctionne un petit peu comme Warren Buffett. Si je comprends l'entreprise dans laquelle je suis, si je comprends le fonds d'investissement sur lequel je suis positionné, Mmh. c'est bon signe. Et je pense que c'est la meilleure des choses quand on est investisseur, qui plus est investisseur néophyte. Voilà, et comprenez ce sur quoi vous investissez, discutez avec des conseillers en investissement, discutez avec des plateformes telles que Juicy qui expliquent très clairement les supports d'investissement sur lesquels vous êtes. Ça me semble vraiment important. Ouais, tout à fait, tout à fait. L'éducation, c'est vraiment le maître mot en investissement, hein, parce que sinon on est à vite fait de se brûler les ailes sur des décisions, trop hâtives. Oui. OK, très cool Guillaume. 2e question, est-ce que, tu as du contenu à recommander aux auditeurs, que ce soit, une newsletter, que ce soit un site internet en particulier, une chaîne YouTube, un podcast, ce que tu veux, un livre? Un livre, c'est Ouais. ça peut être bien. Alors, là, je suis tenté de te dire déjà une première chose. Il y a quand même beaucoup d'informations. On est dans un monde de surinformation et c'est vrai qu'il faut faire le tri. Et il faut arriver à identifier aussi, est-ce que la source d'information que j'ai en face de moi, elle est pertinente ou pas. Mmh. Donc je pense que c'est déjà la première chose, parce que de l'information, tout le monde y a accès. Avec Internet, c'est vraiment très simple, on peut s'abonner à toutes les newsletters du monde, mais il faut arriver à savoir si l'information qu'on a en face, elle est juste ou pas. Ça, c'est le premier point. Ouais, le qui j'écoute. Voilà, le qui j'écoute, exactement. Moi, si je peux te recommander quelques bricoles, on en a parlé un petit peu au début, c'est déjà les échos. Pour moi, c'est un média qui, alors certes, ça coûte de l'argent, parce que pour débloquer les articles, il faut les payer, il faut être abonné. Je vous encourage à vous abonner. C'est quoi? C'est quelques euros par mois, je crois? Ah non, c'est plus cher, ça se compte en centaines d'euros par an. Ah J'ai plus oui! le tarif exactement, mais ça coûte un peu d'argent. Ah oui, quand même. OK, OK, ça Ouais. marche. Mais c'est un coût qui est à mes yeux rentabilisé au regard de la qualité de l'information. Oui et puis surtout, bon, bah, voilà, enfin, c'est comme les gens qui utilisent Bloomberg, aux États-Unis, pour avoir Oui, l'information financière, quoi. C'est vrai que c'est très utile, ouais, pour les gens du oui, métier. Mmh. ouais. Ensuite, un canal que j'aime beaucoup, on en a un petit peu parlé aussi parce que je suis passionné de macro et de géopolitique. Le dessous des cartes, c'est Ah ouais. gratuit, c'est Arte qui le fait.
Franchement, regardez-le, suivez les épisodes, c'est très agréable, c'est très bien expliqué. Et ça donne vraiment les grandes tendances de ce monde. Et là, pour le coup, c'est factuel. C'est concrètement, voilà ce qui se passe. Ouais, Donc ça, c'est carrément. intéressant. Dessous des cartes, vraiment très, très bon, sur YouTube, vous pouvez le trouver, sinon sur Arte. Mais je me Ouais, faisais la remarque l'autre jour parce que je regarde souvent des épisodes d'ailleurs et je me disais: «Mais si j'avais eu, que ces vidéos en cours», tu vois? ouais, Genre, en fait, je serais plus calé en économie, en histoire et cetera, en géopolitique que jamais, tu vois? Parce que complètement. en fait, ils sont tellement factuels et très précis, et courts et intéressants parce que c'est très visuel et cetera, que ça en fait un cours à proprement parler très intéressant, ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Après, il y a une chronique matinale que j'écoute de temps en temps de Thomas Veillet. Vous pouvez retrouver sa chronique sur le site investir.ch. C'est un C'est Suisse? plus non, 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 Ah OK. alors je suis pas très familier avec tout ça, j'ai pas Twitter, j'ai pas Instagram malgré mon âge. Mais en tout cas, quand tu vas sur le site, tu peux avoir une chronique matinale journalière. C'est intéressant dans le sens où il parle un petit peu de ce qui s'est passé et refait le point sur la journée passée et sur potentiellement ce qui va se passer dans la journée. Je l'écoute souvent parce qu'il est plus rigolo qu'autre chose. Voilà, il me fait rire dans sa tournure de phrase, dans son verbe, Mmh. mais c'est pas le support d'investissement qui va le support d'information qui va vraiment vous accompagner. Par contre, il y a un YouTuber que j'apprécie qui s'appelle Charles Sana. Sa chaîne se nomme Insolencia E. Ah oui, C'est Insolentia, ouais, un, très bonne chaîne. voilà, tout à fait. C'est un ancien banquier. Je crois qu'il a travaillé à la BNP pendant un temps. Et maintenant, voilà, il fait des petites émissions hebdomadaires. Tous les dimanches soirs, vous pouvez le retrouver. Mmh. Ça fait très Euh, JT parce qu'il a un grand écran derrière lui et cetera, il est en ouais, costume, enfin ça fait très JT, comme si tu étais à la télé en fait, sauf qu'il est c'est chez lui, vrai. quoi. C'est vrai, mais en même temps, il est très familier, c'est très agréable de l'écouter. Mmh. Je trouve qu'il est assez pertinent dans ce qu'il dit. C'est justement lui qui parle beaucoup de l'augmentation de la masse monétaire, de l'augmentation de l'endettement des États et des entreprises. Voilà. Lui aussi, je le trouve assez factuel. Il faut faire attention, par contre, il y a quelques sujets qui peuvent être associés à du complotisme, voilà. Mais sinon, c'est quelqu'un qui, en général, est très pertinent, donc n'hésitez pas à l'écouter. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, il faut, à mes yeux, faire le tri dans ce qu'on lit, dans ce qu'on écoute, parce qu'il y a tellement d'informations, et c'est pas parce qu'on entend quelqu'un parler qu'il a raison à 100%. Donc voilà, faites le tri. Oui, surtout que bon, bah, maintenant, avec la multiplication des canaux, de distribution, au final, tout le monde parle de tout, sur tout, partout, Oui, et ça n'a je pense que plus que jamais, c'est hyper important de se poser la question: «Qui est-ce que j'écoute?» Et cetera. Mais c'est vrai que la chaîne Insolentia, parfois, peut être un peu politisée, mais c'est pas tout le temps et il a le droit d'avoir son propre avis, sur les choses aussi. exactement. Et c'est Heu bien qu'il y ait des gens qui se mouillent aussi. Ouais, carrément. OK, super intéressant Guillaume, merci pour toutes ces recos, f les amis, faites-en bon usage et pour finir, bah, écoute, on arrive déjà à la fin de cet épisode qui a duré, plus d'1 heure et c'était très, très riche en informations. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver Guillaume, si on a envie de discuter avec toi et pourquoi pas de prendre un premier rendez-vous? Bah écoutez, vous pouvez me retrouver évidemment via le site de Juicy, mon partenaire historique. Vous avez différentes rubriques, la rubrique assurance vie, la rubrique plan d'épargne retraite. D'autres fiches sont en cours de réalisation, donc vous pouvez me retrouver sur le site directement. Vous pouvez aussi me retrouver directement sur notre site internet delatrefinance.com. OK et sur LinkedIn, Guillaume Delattre, si jamais on a Exactement. envie de te suivre. OK, bah, écoute, merci beaucoup Guillaume pour ce premier épisode en ta compagnie. On est très content de te compter parmi nos partenaires chez, juicy.club et puis, les amis, je vous dis à bientôt pour un tout nouvel épisode. Merci Guillaume. Merci Joachim, à bientôt. Salut. Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez.
On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesses et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.